Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode de la semaine qui est l'épisode 876. Un épisode qui déjà correspond à la totalité du chapitre 901. Chapitre qui avait fait tellement couler d'encre il y a à peu près un an parce qu'il est sorti au mois d'avril. C'est un truc de taré. Ce qui s'est passé il y a un an, c'était un truc de fou. Regardez d'ailleurs les réactions live ou les critiques analyses de d'autres youtubeurs, de moi mais aussi d'autres youtubeurs à l'époque. Ça avait été un véritable déchaînement et je trouve que cet épisode arrive un petit peu à mieux faire passer la pilule. Mais un tout petit peu, un tout petit peu. Cet épisode, globalement, on va le dire, il était moyen. Il était surtout long. Et il était surtout assez mou. C'est ça que... Il y a eu beaucoup de passages qui ont été remis et il n'a pas réussi à m'emmener. Autant le chapitre, et justement on va en parler à la fin en faisant vraiment la différence qu'il y a entre le chapitre et cet épisode, franchement, j'ai encore du mal, là je l'ai regardé au moins 3 fois et il n'a pas réussi à m'emmener. Je sais pas pour vous, hein, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, mais ça a été un épisode assez calme et il n'y a pas eu énormément de tension justement sur le fait que ça a été vachement long. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cet épisode? Premièrement, il y a une chose qui a été très très bien faite, c'est au niveau de Liline, et ça c'est dû surtout à la voix. On voit que le gâteau qu'a fait Sanji a eu un effet sur elle, et comme dirait Cyril Lignac, je pense que c'est un gâteau qui a été régressif, c'est-à-dire qu'il y a certains gâteaux que tu manges et c'est lié à ton enfance. Moi par exemple, ça va être les religieuses au chocolat. La religieuse au chocolat a je sais pas pourquoi, mais quand j'en mange une qui a un certain goût, ça va me rappeler mon enfance. Je sais pas si vous aussi vous avez des aliments qui font ça. Souvent ça se passe avec la musique, tout ça par rapport à la nostalgie. Et justement des fois tu manges quelque chose et pendant un fragment de seconde, eh bien tu reviens dans ton enfance, tu redeviens l'enfant que tu étais. Et bien là, Liline, c'est vachement bien fait dans l'anime. C'est même mieux fait que dans le manga. Parce que dans le manga, on l'entend parler, mais on n'a pas la voix. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la voix de Liline au tout début, quand elle dit que le gâteau est bon et que c'est d'ailleurs la meilleure chose qu'elle ait mangée jusqu'à maintenant, elle a cette voix d'enfant. C'est la Liline enfant. C'est la Liline qui vient de fêter ses 6 ans. Qui au préalable, bien sûr, a bouffé tout le monde à côté. Mais on a vu que le gâteau a vraiment eu un impact sur elle. D'ailleurs, on peut toujours penser du fait que, vu qu'elle a goûté à ce gâteau, elle va peut-être plus tard rechercher cette même sensation et donc elle va poursuivre Sanji pour le choper, pour qu'il fasse partie de son équipage et que toutes les semaines, il lui fasse un gâteau avec ce goût. Donc voilà, encore une fois, on part sur cette théorie, mais ce passage-là était vraiment excellent. L'autre chose qui s'est passée après, c'est qu'on a eu énormément sur les hommes poissons. Les hommes poissons ont été les stars entre guillemets de cet épisode et il y a du bon et du moins bon. Je m'aperçois que cet épisode est vraiment entre deux eaux. Il y a des très belles choses. Par exemple, le fait que Wadatsumi mette le bateau des hommes poissons, des pirates du soleil, le bateau qui est l'héritage, qui est le symbole d'une personne qui est morte, qui est bien sûr Fisher Tiger, et que le bateau soit détruit. En un sens, ce bateau a permis aux hommes poissons d'accomplir le rêve de Fisher Tiger, et le fait qu'il soit détruit, c'est un rêve qui se détruit pour permettre à un autre rêve qui est symbolisé par le Sunny, qui permet justement de continuer. Donc là-dedans, il y a une très belle symbolique. La double symbolique là-dedans, c'est que vu que Jinbei maintenant fait partie de l'équipage des Mugiwara, même s'il quitte l'équipage juste un moment pour aller sauver ses amis, il fait partie de l'équipage. Quand on voit le Luffy, ce qu'il lui dit, il n'y a aucun doute là-dessus. La chose qui est belle ici, c'est que maintenant, les hommes poissons, les pirates du soleil ne sont plus liés à Big Mom et vont pouvoir devenir un nouvel équipage. Et donc la mort du bateau et le fait que leur Jolly Roger soit brûlé va peut-être permettre aux pirates de soleil de renaître, peut-être même sous un nouveau nom, et que ça soit carrément toute la flotte
qui va réunir tous les hommes poissons qui vont créer des nouveaux pirates qui seront liés justement à Luffy. Donc là encore une fois, il y a une super symbolique, il y a un truc qui est vraiment génial. Le gros problème qu'il y a, et ça ce n'est pas un problème qui est imputable à l'animation, qui est imputable à la Toei, c'est un problème qui est imputable à Ichiro Oda par rapport au choix du traitement qu'il a fait. Ce qui se passe par rapport au flashback, on voit qu'il y a eu une interversion entre les deux bateaux. L'inconvénient, c'est que chronologiquement, c'est absolument ingérable. Dans la temporalité, il n'y a pas de place pour ça. Pourquoi ? On se rappelle que dans l'épisode précédent, à un moment, Wadatsumi crame à cause de l'eau qui est bouillantée par Oven. Et on voit qu'il tombe. On ne voit pas le bateau des hommes poissons qui est quelque part, il n'est pas mis, tu sais, des fois, en gros, ça aurait pu faire comme le fusil de Tchekhov, que Ichiro Oda, dans une petite case par rapport à un précédent chapitre, nous fout le bateau juste là, et au préalable, après quand il y a l'intervention, on s'est dit, ah bah oui, le bateau était là, donc c'est logique qu'il soit interverti. Là, on le voit pas, il sort absolument de nulle part, et ce qui se passe, c'est que Wadatsumi a le temps d'entendre les ordres que lui donne Aladdin, il va chercher le bateau, il remonte, et au même moment où il met la main pour intervertir les bateaux, c'est le bateau des hommes poissons qui se prend les boulets. Je veux dire que si c'est un truc qui est prémédité, c'est-à-dire que au moment où il entend bam bam des canons qui partent, il faut qu'il mette la main. Donc il faut déjà qu'il soit prêt. Et là on le voit seulement venir et le mettre au même moment. Si c'est quelque chose qui est voulu au niveau de la synchronisation, c'est un truc de malade. Même dans Mission Impossible, t'as quelque chose qui est synchronisé à la seconde comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas une erreur, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. C'est quelque chose, ça rend le sauvetage avec des interrogations. C'est pour moi l'un des plus gros problèmes qu'il y a eu au niveau, je dirais même, au niveau de cet arc. On est au-delà du combat de Luffy contre Katakuri qui posait seulement un problème de force et d'endurance. Là, on a carrément un problème de faisabilité de l'action. Et il y a aussi un autre problème, là qui est encore pire. Les fans de Zoro, j'espère que vous avez pleuré, parce que même moi, ça m'a fait un petit scrogneux. C'est quand on a Morgane qui est avec Stussy, qui sont dans le bateau, et qui dit justement, parmi la pire des générations, et comme je l'avais dit, Barbe Noire fait bien partie de la pire des générations, il parle de tout le monde, sauf de Zoro. C'est-à-dire que pour lui, Zoro n'est pas digne ou n'a pas les facultés de devenir le futur seigneur des pirates. Alors en un sens on pourrait dire c'est logique parce qu'il est le second du capitaine. Non, parce que on a eu Kid et Killer qui étaient montrés et Killer est bien le second de Kid. Donc vous voyez, même au niveau de cette logique, ça va pas. Là franchement, Zoro, il s'est fait violer par la Toei. Et connaissant Zoro, il va pas apprécier. Alors je serai les mecs de la Toei, je commencerai à faire sérieusement attention, parce qu'il y a un jour un mec qui va venir avec 3 cure-dents, et ça va leur faire mal, je le sens, ça va leur faire mal. Cet épisode au niveau de l'animation et de l'art, c'est le minimum syndical qu'il y a au niveau de la Toei, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se regarde, c'est agréable, mais sans plus. Il n'y a pas de quoi te retourner l'œil, ou il n'y a pas de quoi te péter la rétine, comme des fois je dis. Il y a par contre eu des passages qui étaient assez excellents, mais ça on va revenir tout à l'heure, parce que j'ai créé une nouvelle petite séquence. Et en gros, cet épisode, s'il est comme ça, c'est tout simplement parce que le directeur d'animation est quelqu'un qui fait son taf normalement. Ce mec-là, c'est Masahiro Oshoda, et pour information, ce mec a réalisé le film de Dragon Ball. Le premier qui était revenu, c'était Battle of God. Il faut savoir aussi que le directeur d'animation, lui par contre, est quand même assez bon. Il s'agit de Shuichi Ito, et l'avantage de cette personne, c'est qu'il est vachement doué au niveau des gros plans, et surtout les personnages qu'il dessine, ou les personnages qu'il veut que les animateurs clés dessinent, soient vraiment proches du style d'Ichiro Oda. Et c'est pour ça que tous les gros plans
tous les passages assez importants, et même les personnages en tant que tels, il n'y a pas trop de défauts. Il n'y a pas des moments où on se dit mais putain pourquoi c'est dessiné comme un pied, pourquoi on reconnaît pas trop. Il y a des choses qui sont bien faites. L'inconvénient c'est qu'il y a eu énormément d'utilisation de plans fixes. Et surtout, il y a eu beaucoup de réutilisation de passages qu'on avait déjà vus. Je vois que ça a vachement étiré en longueur. Maintenant, on va passer à mon passage préféré au niveau de cet épisode. C'est un truc que je vais faire un petit peu maintenant dans chaque épisode. C'est tout simplement le combat qu'il y a à un moment entre Oven et Aladdin. La personne qui a réalisé ce passage, c'est Katsumi Ishizuka. Et on reconnaît son style. Regardez bien, il y a un sentiment de vitesse, il y a un sentiment avec tout plein de traits. Et ça, pour ceux qui suivent mes vidéos, on en a déjà parlé il y a à peu près 3 épisodes je crois. C'est le combat entre Oven et Petcoms. Rappelez-vous quand il s'énerve et qu'il fout le coup, t'as toute une dynamique. Les deux passages, de toute façon je vais les mettre, les deux passages se ressemblent et on reconnaît maintenant la patte graphique de ce mec. Et là franchement c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le manga, mais là c'était vraiment un plaisir. On sentait vraiment la puissance et ça fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu, à part Jinbei et Arlong et aussi Odi à la rigueur, mais on n'a jamais vu de Aladdin, on ne sait pas pourquoi c'est le second. Et là maintenant on le comprend. Il a une patate, il a un truc, on voit qu'il est puissant, il fait plusieurs attaques. Ça envoie bien, ça dépote bien sa maman, c'est vraiment cool. Il y avait aussi un autre animateur clé qui était présent, que j'adore, Yu Tong-se. Et ce mec là, il est connu pour faire des passages hyper dynamiques. On le reconnaît de Dragon Ball Super et il a fait des passages absolument excellents dans le combat de Luffy contre Katakuri. Et là lui il s'est occupé du passage quand Oven envoie ces sortes de vagues ou de serpents. Enfin ça fait des trucs qui vont dans l'eau, qui sont justement à la recherche de Wadatsumi. En un sens on voit Wadatsumi faire des sortes d'esquives rapides. Là on reconnaît parfaitement le style de Young Setong, mais à Yu Tong-se, pas Young Setong, Yu Tong-se. Et ce qui se passe c'est que je trouve que c'est mal utilisé le talent de cet animateur. Je trouve que par exemple il aurait été mieux dans des suites de combats qui avaient plus un petit peu de mouvement, comme par exemple celui que j'ai cité tout à l'heure de Oven contre Aladdin ou Aladdin en fonction d'eux. Donc voilà, encore une fois, des petites choses au niveau de l'animation. J'espère que vous aussi maintenant, vu que vous regardez un petit peu mes vidéos, vous faites un petit peu attention à tout ça. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire au niveau de l'animation et de l'art. Et maintenant on va passer sur les différences qu'il y a eu entre le manga et l'anime. Alors comme je l'ai souvent dit, le but quand toi tu regardes un chapitre, quand tu lis un chapitre, c'est de penser un petit peu comment sera l'animation. Pour ceux qui suivent les chapitres, le dernier chapitre qu'on a eu cette semaine, on attend tous un certain passage en animation, j'en dis pas plus. Et ce qui se passe c'est que normalement l'anime est là pour moi pour sublimer certains passages importants du manga. Et cet épisode 876 aurait dû supprimer le passage le plus important au niveau du chapitre 901 et je dirais même plus de cet arc Whole Cake qui a permis de créer une évolution au niveau de Luffy. C'est tout simplement quand Luffy prend conscience vraiment de son rôle de capitaine. Il est d'accord pour laisser partir un de ses membres qui vient juste d'avoir. C'est la première fois que ça arrive. Il y a déjà des membres qui sont partis. On a eu Usopp, on a eu Sanji dernièrement, on a eu Nami aussi. Mais ils avaient vécu quand même quelques aventures avec et ils avaient fait un petit peu partie de l'équipage. Là ici, on a le Jinbei qui réalise enfin ce qu'il veut, c'est-à-dire rejoindre l'équipage des Mugiwara, parce que je pense que tout comme Pedro, il voit vraiment en Luffy le futur seigneur des pirates et la personne qui pourra sauver son peuple. C'est là où c'est vraiment important. Les autres ont leurs propres rêves, Zoro, Sanji, Nami, Robin, Brook, etc. Mais le rêve de Jinbei se rapproche du rêve de Pedro, c'est-à-dire l'arrivée d'une nouvelle aube qui permettra moins d'injustice dans ce monde et qui permettra surtout à des personnes de vivre en harmonie dans le monde qui les entoure, sans discrimination. Et Jinbei
a ce rêve. Et là, je pense que Luffy aussi prend conscience du poids qu'il a sur ses épaules, du ressenti de son équipage. Et en le laissant partir, il y a vraiment pour moi quelque chose qui s'est passé au niveau du manga, qui a été énormément réussi, que Ichiroda a parfaitement mis en valeur. Et je pensais sincèrement qu'on allait avoir ce ressenti ici. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai un sentiment de manque qui s'est passé au niveau de cet épisode. Et pareil, je ne sais pas vous qui ne faites que regarder l'anime, laissez-moi encore une fois dans les commentaires, comment avez-vous senti cette séparation, le fait que Jinbei reparte? Est-ce que vous avez eu des larmes? Est-ce que vous avez quelque chose? Et ceux, pareil, qui comme moi lisent le manga et après regardent l'anime, dites-moi si vous aussi vous avez été déçus. Parce que pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important et c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai autant parlé au niveau de cette critique analyse d'épisode. Donc voilà ce qu'il y avait à dire au niveau de cet épisode. Si vous avez aimé mon travail comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ainsi que Utip. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.